Salut! Dans cette vidéo, on va découvrir tous les muscles du membre supérieur, organisés par loge et par groupe musculaire, avec l'action principale et l'innervation principale de chacun de ces groupes, pour vous faciliter l'apprentissage de la myologie du membre supérieur et vos révisions anatomiques. Et pour ça, on va utiliser de la modélisation 3D. Allez, c'est parti! On va commencer par une vue d'ensemble de tous les muscles du membre supérieur. Donc là, tout d'abord, on a les muscles du membre supérieur à proprement parler, auxquels il faut rajouter deux groupes musculaires qui appartiennent au groupe des muscles du tronc rattachés au membre supérieur. Donc on a tout d'abord un groupe des muscles du dos rattachés au membre supérieur, donc avec 4 à 5 muscles. Ici, on voit le trapèze et le grand dorsal. Puis, on a le groupe des muscles du thorax rattachés au membre supérieur, au nombre de 4 muscles, notamment les muscles grands et petits pectoraux. Et ensuite, donc, on passe aux muscles de l'épaule. Donc, on a ensuite le groupe des muscles de l'épaule, au nombre de 6, répartis en deux groupes. Un groupe superficiel avec le deltoïde ici, et un groupe profond avec notamment les muscles de la coiffe des rotateurs. Puis, on passe au groupe des muscles du bras, avec 4 muscles répartis en deux loges, une loge antérieure du bras et une loge postérieure du bras, ici avec le triceps brachial. Ensuite, les choses se corsent un petit peu puisqu'on passe aux muscles de l'avant-bras, et là on se retrouve avec 20 muscles répartis en 2 à 3 loges en fonction des auteurs. Ici, on prendra un plan de répartition en 3 loges, donc avec une loge antérieure avec 8 muscles, une loge postérieure avec 8 muscles également, et enfin une loge latérale avec 4 muscles, et notamment le brachioradial ici qu'on peut voir ici, qui donne le relief caractéristique de l'avant-bras. Et enfin, on aura la description des muscles de la main, avec 19 à 20 muscles de la main, répartis eux aussi en 3 groupes. Donc la loge ténare ou loge latérale avec 4 muscles, la loge hypoténare avec 4 muscles également, et enfin la loge médiane ou intermédiaire, ou palmaire, avec 11 à 12 muscles de la main. Donc évidemment, tous ces muscles-là, on va seulement les présenter rapidement avec donner quelques éléments d'insertion rapide avec un peu d'innervation et un peu de fonction, mais évidemment, on rentrera dans le détail de ces muscles dans les vidéos consacrées à l'anatomie de chaque groupe musculaire. Donc, sans plus attendre, on va passer aux muscles du dos rattachés au membre supérieur, mais juste avant, je vous rappelle que je mets à votre disposition un PDF gratuit contenant les informations et les planches anatomiques principales de cette vidéo pour vous aider dans vos révisions et votre apprentissage. C'est gratuit, le lien est en description de la vidéo, il vous suffit de vous abonner à la newsletter et vous recevrez le PDF dès qu'il sera prêt. Et si vous êtes déjà abonné à la newsletter, je vous l'enverrai quand il sera prêt également. Allez, c'est parti. Donc, les muscles du dos rattachés au membre supérieur sont au nombre de 5, et il s'agit des muscles superficiels du dos. Enfin, ils appartiennent au groupe des muscles superficiels du dos, sauf que leur terminaison se fait soit sur la clavicule, soit sur la scapula, soit sur l'humérus. On a donc le trapèze ici, qui s'insère sur le crâne, les premières vertèbres cervicales et thoraciques, jusqu'à la 10e, 11e ici, et qui va se terminer donc sur la clavicule dans son tiers latéral et sur l'épine de la scapula. Son innervation est assurée par le 11e nerf crânien, le nerf spinal, principalement. On a ensuite l'autre muscle superficiel du dos, enfin le plus superficiel du dos avec le trapèze, c'est le muscle grand dorsal qui s'insère ici, on le voit, sur les épineuses des thoraciques et des lombaires et des vertèbres sacrées, sur la crête iliaque ainsi que sur les 4 dernières côtes, parfois sur la scapula, et va se terminer au niveau de la partie supérieure de la diaphyse humérale ici. On a ensuite les 3 autres muscles qui se situent donc sous le trapèze, donc là on va changer de vue pour voir ça. Tout d'abord, on a l'élévateur de la scapula qui s'insère ici sur les 3 à 4 premières vertèbres cervicales et qui va se terminer sur le bord supéro-médial de la scapula. On passe ensuite au muscle rhomboïde, le petit en haut et le grand en bas, donc qui s'insère sur la dernière vertèbre cervicale et les premières thoraciques ici, et se termine sur le bord spinal de la scapula, juste en dessous de la terminaison du muscle élévateur de la scapula qu'on vient de voir. Donc ces 3 muscles, élévateur de la scapula,
petit rhomboïde, grand rhomboïde, sont innervés par le même nerf, c'est le nerf scapulaire dorsal, donc C4, C5. Et j'ai oublié de préciser que le muscle grand dorsal, lui, était innervé par le nerf thoraco-dorsal, donc C6, C8. On passe ensuite aux muscles du thorax rattachés aux membres supérieurs. Donc on l'a déjà dit, on a le groupe des muscles pectoraux ici, avec le grand pectoral ici à gauche, qui s'insère sur la clavicule, sur le sternum et sur la côte, et qui se termine sur la diaphyse humérale. On a ensuite le muscle petit pectoral, qui lui s'insère sur les 3e, 4e et 5e côtes ici, et cartilage associé, et se termine sur le processus coracoïde. Ces deux muscles sont innervés par les nerfs pectoraux latéral et médial, donc innervation C5-T1. Ensuite, le 3e muscle de ce groupe est le muscle subclavier, qui est caché ici sous la clavicule, comme son nom l'indique, et donc qui s'insère sur la première côte et se termine à la face inférieure de la clavicule. Et donc son innervation est assurée par le nerf du subclavier, donc C5, C6. On a ensuite le muscle dentelé antérieur, anciennement le grand dentelé, dont on voit les digitations sur la quasi-totalité des côtes. Donc là, ce muscle-là se termine au niveau de la 9e côte, parfois la 10e, et donc va se terminer ensuite ici, sur la face ventrale de la scapula, proche du bord spinal ici de l'os. Et donc lui, son innervation est assurée par le nerf thoracique long, C5 à C7. Donc maintenant qu'on a vu les deux groupes musculaires, donc des muscles du tronc rattachés au membre supérieur, donc on passe maintenant aux muscles de l'épaule. Donc on l'a déjà dit, les muscles de l'épaule sont au nombre de 6, répartis en deux couches, une couche superficielle avec le muscle deltoïde ici, et une couche profonde constituée donc des 5 autres muscles, dont 4 font partie du groupe des muscles de la coiffe des rotateurs, et le 5e est un peu à part, c'est le muscle grand rond. Voilà, donc on commence par le muscle deltoïde, avec ses 3 chefs, donc un chef claviculaire, parce qu'il part de la clavicule, un chef acromial, parce qu'il part de l'acromion, et enfin un chef spinal, parce qu'il part non pas de la colonne vertébrale, mais de l'épine de la scapula. Et donc, ces 3 chefs se réunissent pour se terminer au niveau du V deltoïdien. Donc, ce muscle est innervé par le nerf axillaire, donc racine C5, C6. Et ensuite, donc, on va voir quels sont les muscles, les autres muscles de l'épaule sous ce muscle. Donc, sous le deltoïde, on retrouve, je vous l'ai dit, donc les 4 muscles de la coiffe des rotateurs, plus le grand rond qu'on verra juste après. Donc, les muscles de la coiffe des rotateurs, comme vous pouvez le voir, encerclent vraiment la tête humérale. Ils la coiffent, et c'est pour ça qu'on les appelle ainsi. Et donc, tout d'abord, sur la face ventrale de la scapula, on retrouve le muscle subscapulaire, donc qui s'insère dans la fosse subscapulaire et se termine à la partie antérieure de l'épiphyse proximale de l'humérus, au niveau du tubercule mineur. Donc, ce muscle est innervé par le nerf subscapulaire C5, C7. On passe ensuite sur la vue dorsale, avec de haut en bas le muscle supraépineux qui s'insère dans la fosse supraépineuse et se termine au sommet du tubercule majeur de l'épiphyse proximale de l'humérus. Le muscle infraépineux ensuite, qui lui s'insère dans la fosse infraépineuse et se termine lui aussi sur le tubercule majeur. Ces deux muscles sont innervés par le nerf suprascapulaire, donc C5, C6, et juste en dessous, on a le muscle petit rond, ou teres minor, qui va s'insérer au niveau de l'épaississement de la face dorsale de la scapula, à proximité du bord axillaire. Et il se termine, lui, à la face postérieure du tubercule majeur. Son innervation est assurée par une branche du nerf axillaire, comme le deltoïde, et donc racine C5, C6. On passe ensuite au muscle grand rond. Donc le muscle grand rond, je vous l'ai dit, est un peu à part parce qu'il n'appartient pas à proprement parler au groupe des muscles de la coiffe des rotateurs, mais il y aurait très proche et il est situé lui aussi sous le deltoïde. Et donc vous voyez, il s'insère donc au niveau de l'angle inférieur de la scapula sur sa face dorsale et également, on ne le voit pas, mais sur une partie de l'épaississement du bord latéral ou axillaire de la scapula et se termine quant à lui en dessous donc de l'épiphyse proximale et plutôt la partie antéro-médiale du début de la diaphyse
huméral. Et donc, lui est innervé par le nerf thoraco-dorsal, donc comme le muscle grand dorsal, donc C6, C8. On passe maintenant aux muscles du bras. Donc on l'a déjà dit, les muscles du bras sont au nombre de 4, répartis en 2 loges. Une loge antérieure qui contient 3 muscles et une loge postérieure qui contient un muscle, le triceps brachial. Mais commençons par la loge antérieure. Donc la loge antérieure, elle est composée de la superficie vers la profondeur, du muscle biceps brachial, qui a donc 2 chefs d'origine. Un premier chef dit la courte portion, qui s'insère au niveau de l'apex du processus coracoïde, et la longue portion du biceps, qui elle s'insère au niveau du tubercule supraglénoïdien. Donc ces deux chefs se réunissent pour former le corps du muscle, qui lui va venir se terminer au niveau de la tubérosité bicipitale du radius. Sous ce muscle le plus superficiel, on va retrouver 2 autres muscles. Donc de haut en bas, on va tout d'abord avoir le muscle coraco-brachial qui s'insère lui aussi donc, sur l'apex du processus coracoïde de la scapula et lui se termine au niveau de la diaphyse humérale. Et donc il a la même origine, il a un tendon commun d'insertion au niveau du processus coracoïde avec la courte portion du biceps. On passe ensuite au muscle suivant de la loge antérieure. Il s'agit du muscle brachial antérieur, ou du muscle brachial, qui lui s'insère donc sur la diaphyse humérale, la moitié inférieure de la diaphyse humérale, et va se terminer au niveau de la tuberosité ulnaire du processus coronoïde, donc sur l'ulna. Et donc ces 3 muscles sont globalement fléchisseurs et ont une innervation commune qui est donc l'innervation via les branches du nerf musculo-cutané C5 à C7. On passe ensuite à la loge postérieure. Le muscle de la loge postérieure est le muscle triceps brachial, donc constitué, comme son nom l'indique, par 3 chefs d'origine et une terminaison commune. Donc il s'agit de la longue portion du triceps, ici, qui vient s'insérer sur le tubercule infraglénoïdien, ici, puis on a le vaste latéral qui s'insère sur la diaphyse humérale à sa partie supérieure et un petit peu latérale, de la face postérieure de l'os, et ensuite le vaste médial qu'on ne va pas voir ici, enfin qu'on va deviner ici, on va deviner ici, mais on verra son insertion plus en détail quand on abordera justement le muscle triceps brachial dans une autre vidéo. Ces 3 chefs se réunissent en un très gros tendon ici, qui fait le relief du bras chez les gens suffisamment secs et musclés, enfin la partie postérieure du bras, et se termine donc sur l'olécrane. Donc voilà pour ce qui est des muscles de la loge du bras, à savoir que le muscle triceps brachial est innervé par des branches du nerf radial, du C6, C8. Voilà, on passe maintenant aux muscles de l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras, au nombre de 20, je vous l'ai déjà dit, sont répartis en 2 à 3 loges en fonction des auteurs. Ici, on va suivre un plan assez courant qui est un plan en 3 loges, qui a des avantages et des inconvénients. Voilà, mais c'est un plan qui est assez courant, donc je vous propose celui-là. Donc, une loge antérieure avec 8 muscles, une loge postérieure avec 8 muscles également, et enfin une loge latérale avec 4 muscles qu'on va voir. L'autre plan est un plan en 2 loges avec une loge antérieure en 10 muscles et une loge postérieure en 10 muscles. Ça présente aussi des avantages et ça a aussi quelques inconvénients. Voilà, en fonction de vos cours, prenez le plan évidemment qui est associé au cours que vous avez, ça sera beaucoup plus facile pour les examens entre autres. Voilà. Les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, donc ici au nombre de 8, se répartissent en 3 à 4 couches. Là pareil, il y a des variations d'un auteur à l'autre. On va prendre le plan en 3 couches et on va commencer par la couche la plus superficielle avec le muscle rond pronateur. Tout d'abord, on va aller du dehors en dedans, puis le muscle fléchisseur radial du carpe et ensuite on a en dedans de lui le muscle long palmaire, et après, on a le muscle fléchisseur radial du carpe. Donc en fait, les fléchisseurs radial et ulnaire du carpe, le fléchisseur du carpe, l'un est radial parce qu'il est du côté du radius, l'autre est ulnaire parce qu'il est du côté de l'ulna, tout simplement, mais les deux ont la même fonction. L'un se termine ici sur le pisiforme et l'autre sur la tête sur la base, du deuxième méta. Le rond pronateur, lui, se termine, vous pouvez le voir, au niveau du tiers moyen de la diaphyse radiale.
Et le long palmaire, petite particularité, on en reparlera quand on parlera du court palmaire, eh bien, il s'insère principalement au niveau de l'aponévrose palmaire. Voilà, et donc il va étirer l'aponévrose palmaire. Donc, on passe maintenant à la couche moyenne, qui est constituée par un seul muscle, qui est le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Donc, c'est les deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigts. Donc, c'est à l'exception du pouce, qui lui va avoir son propre muscle fléchisseur. Hein. Donc, la couche profonde, maintenant, de la loge antérieure de l'avant-bras, est constituée par trois muscles, qui sont donc ici, de dedans en dehors, on va avoir le muscle fléchisseur profond des doigts et le muscle long fléchisseur pouce. Et donc, s'il y a un long fléchisseur du pouce, c'est qu'il y en a un court également, comme on le verra. Et je porte à votre attention ici la présence ici de petits muscles qui vont venir s'insérer sur les tendons des fléchisseurs profonds des doigts et qui sont ce qu'on appelle les muscles lombricaux et qui appartiennent à la main. Donc, on les reverra quand on abordera la présentation des muscles de la main. Mais notez effectivement que c'est sur le muscle fléchisseur profond des doigts qu'on a cette petite particularité anatomique, c'est-à-dire la présence de muscles qui s'insèrent sur le tendon et qui vont ensuite aller se terminer sur les phalanges proximales. On revoit ça juste après. Dernier muscle de cette couche profonde, c'est le muscle ici un petit peu discret là, qui est le carré pronateur. Et le muscle carré pronateur, effectivement, c'est comme le rond pronateur, un muscle pronateur qui est parfois classé donc, dans une couche profonde, mais bon, faire une couche juste pour ce petit muscle, c'est un petit peu superflu. L'innervation de cette loge antérieure de l'avant-bras est assurée principalement par le nerf médian, à l'exception du nerf ulnaire qui va justement venir innerver la moitié médiale du muscle fléchisseur profond des doigts, ici, et donc ce qui correspond au quatrième et cinquième doigt, et va également, que j'oublie rien, va également innerver le muscle fléchisseur ulnaire du carpe de la couche superficielle dont on avait déjà parlé précédemment. On peut passer à la loge postérieure. Donc, la loge postérieure de l'avant-bras est constituée par 8 muscles répartis en deux couches. Donc, une couche superficielle composée de 4 muscles, donc qui sont ici. Donc ici, il y en a 3, il va falloir en rajouter un quatrième qu'on va voir juste après. Donc, il s'agit du muscle ici, donc extenseur des doigts, puis l'extenseur propre du cinquième doigt, donc de l'auriculaire, du petit doigt, et enfin l'extenseur ulnaire du carpe, ici, qui se termine sur la base du cinquième méta. Et donc, le quatrième muscle de cette couche superficielle est l'enconé, qui n'a pas été figuré sur cette vue, mais qu'on voit sur une autre vue que je vous affiche tout de suite. Donc voilà le muscle enconé, ici présent, qui donc s'insère vraiment entre la terminaison du triceps brachial et les muscles, ici, extenseurs ulnaires du carpe. Et du coup, effectivement, il fait partie de la loge postérieure et de la couche superficielle de l'avant-bras. Et donc, ces muscles-là constituent la couche superficielle de l'avant-bras. Et ils ont souvent un tendon commun d'origine qui est bien souvent le siège de certaines épicondylalgies ou autrement plus connues sous le nom de tennis elbow. La couche profonde maintenant est constituée de 4 autres muscles et donc ce muscle-là est un muscle en fait de la loge externe dans notre classification. Donc on va le présenter juste après. On commence d'abord par parler des 4 muscles de la couche profonde qui sont donc constitués par le long abducteur du pouce ici. Donc globalement, ces 4 muscles participent de la mobilisation du pouce et aussi de l'index. Donc on a le long abducteur du pouce ici, puis le long extenseur du pouce, qui se termine effectivement tous sur le pouce. Ici, on a le court extenseur du pouce, donc on a le long et court extenseur du pouce, le long abducteur du pouce et l'abducteur propre de l'index, ici. Donc l'innervation de ces muscles de la loge postérieure de l'avant-bras, c'est la branche terminale du nerf, la branche terminale profonde du nerf radial, donc C6, C8. On passe maintenant donc aux 4 derniers muscles de cette loge, enfin de ce groupe musculaire de l'avant-bras, c'est la loge latérale, avec donc le muscle le plus profond, c'est le muscle supinateur, donc qui est en 2 couches. Là, on ne voit pas forcément les 2 couches du supinateur. C'est d'ailleurs entre ces 2 couches que passe la branche terminale du nerf radial.
la branche terminale profonde du nerf radial, et donc il est évidemment supinateur comme son nom l'indique. Donc les autres muscles de la loge externe sont donc ici le brachioradial, anciennement le muscle long supinateur parce qu'il a une légère composante de supination, mais il est principalement fléchisseur. Et ensuite, on a le long et court extenseur radio du carpe, ici présent, anciennement les premiers et deuxièmes radiaux, parce qu'ils vont se terminer effectivement à la face dorsale de la main et se terminer plus précisément sur la base du deuxième et du troisième méta. Donc leur contraction entraîne effectivement une extension du carpe. Cette loge aussi est innervée par le nerf radial. Donc voilà pour les 4 muscles de la loge et voilà pour les 20 muscles de l'avant-bras. On passe maintenant enfin à la présentation rapide des muscles de la main. Donc les muscles de la main maintenant sont donc au nombre de 19 à 20 comme on l'a déjà dit et sont répartis en 3 groupes. Donc on a un groupe latéral ici ou de la loge ténard pour le pouce au nombre de 4 muscles. On a un équivalent au niveau opposé avec le groupe médial ou la loge hypoténare constituée lui aussi de 4 muscles. Et enfin, on a une loge intermédiaire ou palmaire constituée de 11 à 12 muscles. Donc on va voir. On va commencer par la loge latérale. Où donc, parmi les 4 muscles de la loge ténard, on a effectivement un muscle qui est plus superficiel que les autres, c'est le court abducteur du pouce ici, et en dessous duquel on va retrouver les 3 autres muscles. Donc sous ce court abducteur du pouce, on va retrouver de haut en bas l'opposant du pouce ici, puis le court fléchisseur du pouce, et enfin l'adducteur du pouce. Donc là, ici, les fonctions de ces muscles sont données par le nom direct du muscle. Donc l'innervation est assurée par le nerf médian, C6T1, à l'exception du muscle adducteur du pouce, qui lui est innervé par le nerf ulnaire, C8T1. On passe donc maintenant à la loge hypoténare ou médiale. La loge hypoténare est constituée de 4 muscles, comme on l'a déjà dit. Donc ici, on va décrire les plus superficiels et surtout, on va faire juste une petite parenthèse sur l'aponévrose palmaire ici, qui est intéressante. Donc je vous avais déjà dit tout à l'heure que le long palmaire, se terminait au niveau de l'aponévrose palmaire, donc qu'on aperçoit ici, donc c'est très bien qu'il l'ait représenté. Et on a ici le court palmaire, justement, qui a une petite particularité, c'est qu'il n'a pas d'insertion osseuse du tout. Il s'insère donc dans la peau de la main au niveau de la loge ténard, ici, et un petit peu sur le muscle abducteur du dernier doigt, du 5e doigt, et il va venir se terminer sur l'aponévrose palmaire et sur le tendon du long palmaire. Et donc, effectivement, on voit que sa contraction va venir tendre l'aponévrose palmaire et le tendon du long palmaire. On a ensuite, en dessous, du cou, comme on l'a déjà dit, l'abducteur du 5e doigt ou de l'auriculaire. Et maintenant, on va retrouver les 2 derniers muscles de cette loge. Ici, on a le fléchisseur du dernier doigt. Et ensuite, on a l'opposant du 5e doigt ou l'opposant de l'auriculaire, ici présent. Donc ces 4 muscles sont innervés par le nerf ulnaire, C8T1, et enfin, on va voir les muscles de cette loge intermédiaire. Maintenant, passons aux muscles de la loge intermédiaire des muscles de la main, avec donc de la superficie vers la profondeur. Tout d'abord, les muscles lombricaux qu'on a déjà vu quand on parlait du muscle fléchisseur profond des doigts, puisque, comme on peut le voir ici, enfin c'est un peu plus dur parce qu'on a la terminaison du long palmaire devant, mais effectivement, on a ici l'insertion sur les tendons du fléchisseur profond des doigts. Donc les lombricaux vont s'insérer dessus, un lombricot au nombre de 4 ici, et ils vont venir se terminer sur les phalanges proximales ici. Ensuite, on a, plus en profondeur, on a les muscles interosseux palmaires. Et donc, on voit ici, effectivement, qu'il y en a 3, parfois il y en a 4, qui s'insèrent donc, eux, sur certains métacarpiens, au niveau de la base, et vont venir se terminer, eux aussi, sur le corps de certaines phalanges proximales, donc la 2e, 3e et 4e ici. Et on a ensuite les interosseux dorsaux qui, eux, s'insèrent sur le bord des de certains métatarsiens, et vont venir se terminer, donc ils sont au nombre de 4 ici. En fait, ils occupent
chaque espace interosseux ici, et ils vont venir se terminer au niveau des 2e, 3e et 4e phalanges proximales. Voilà pour la présentation de ces muscles de la loge intermédiaire. L'innervation est ici assurée par principalement le nerf ulnaire, à l'exception des 1er et 2e lombricaux qu'on a déjà vus avant, qui dépendent du nerf médian, donc C6-T1. Donc voilà pour la présentation des muscles de la main et tout globalement de tous les muscles de l'avant-bras. On va évidemment maintenant proposer des vidéos beaucoup plus détaillées pour chaque muscle avec leur innervation, leur fonction, leurs insertions, etc. dans les vidéos consacrées. Donc, je vous renvoie à ces vidéos si ça vous intéresse. Maintenant qu'on vient de voir l'ensemble des muscles du membre supérieur, vous vous demandez sûrement quelle est la meilleure stratégie pour les apprendre efficacement. Eh bien, ça tombe bien parce que je vous ai préparé une petite vidéo méthodologique sur la meilleure façon d'apprendre les muscles rapidement et efficacement. Donc ça se passe dans cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine.